Merci beaucoup d'être resté avec nous en ce début d'après-midi sur France 5. Souvent assimilée au cirque et au spectacle, l'hypnose est avant tout une technique médicale. Traditionnellement exercée en cabinet pour traiter les addictions et les phobies, l'hypnose a fait son entrée à l'hôpital, dans les blocs opératoires et même aux urgences. Alors comment ça fonctionne l'hypnose? Qu'est-ce qui se passe pendant une séance? Est-ce que ça peut être dangereux? Pour en parler, donc, deux invités. Le docteur Philippe Haïm, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychiatre. Oui. Et donc vous pratiquez l'hypnose. Oui. Auteur de l'hypnose, ça marche vraiment. Addiction, stress, sommeil, poids, douleur, toutes les réponses aux questions que vous vous posez chez Marabout, c'est extrêmement pratique et concret. Et avec nous également, Céline Charvet, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez fait appel à l'hypnose pour essayer de traiter une phobie. Oui. Alors d'abord, c'est une phobie un peu particulière, est-ce que vous pouvez nous l'expliquer? Oui, alors elle s'est installée un peu progressivement jusqu'au jour où elle est devenue invivable. J'avais peur d'attraper le VIH, le sida, voilà. Et ça repose sur quelque chose de précis? Un de vos amis qui aurait été contaminé, quelque chose? Pas du tout. Je fais partie de cette génération, je suis née en 1976, je fais partie de la génération où à J'ai l'adolescence... découvert la sexualité au moment de l'épidémie. Exactement. Qui était la plus... là où on avait très peur. Finalement. Exactement. Donc avec toutes les mesures de prévention qu'il y avait à l'époque auprès des jeunes adolescents. Et du coup, je pense que voilà, ça s'est mis là-dessus. Je pense que ça aurait pu se mettre sur autre chose, puisque quand ces phobies se sont déclarées, là, mon premier réflexe a été d'aller voir un psychiatre. Au départ, ça s'installe. Oui. Cette phobie, ça faisait quoi? Ça vous empêchait de sortir? Oui. Non. En fait, j'en étais arrivée à un point où je ne pouvais plus sortir de chez moi, aller acheter un paquet de pâtes au supermarché. Vous risquiez de vous contaminer. Oui, exactement. C'était complètement... Alors, ce qui est terrible, c'est que... Vous saviez que non? Oui, je veux dire, intellectuellement parlant, je savais que ça n'était pas possible. Vous étiez bien informée. J'étais très bien informée, on ne peut pas dire, voilà, je savais que c'était pas possible, mais c'était plus fort que moi. J'avais cette peur, cette angoisse, c'était horrible, vraiment douloureux même. Et alors, le psychiatre fait quoi, le premier psychiatre que vous avez vu? Alors, le premier psychiatre que je vois, j'arrive dans un tel état que la première réaction, c'est de me donner des anxiolytiques et des antidépresseurs, et puis de dire, il faut engager une thérapie. Donc, je vais faire une thérapie, les médicaments vont me calmer un petit peu, vont me calmer même bien. Et puis, je ne voulais pas rentrer dans un process où je devenais dépendante d'anxiolytiques ou d'antidépresseurs. Donc, je vais arrêter progressivement ces traitements et je vais essayer de trouver des méthodes alternatives. Donc, le yoga, j'ai essayé des méthodes de relaxation, initier un peu la méditation, etc. pour essayer de m'apaiser. Mais malgré tout ça, même si elles étaient donc du coup moins fortes, beaucoup moins intenses, ces phobies, il y avait toujours un petit reste. Les toilettes publiques restaient pour moi quelque chose de très difficile. J'arrivais dans un hôtel, j'inspectais tout, le lit, les draps de bain, voir si c'était propre. Voilà, il y avait quand même des petits restes comme ça. Ma première grossesse, une prise de sang tous les mois, c'était juste... L'enfer. Donc je me suis dit, il y avait quand même ces restes-là qui n'étaient pas normaux. D'où l'idée de faire appel à un hypnothérapeute. Exactement. On va y revenir. Juste une précision, est-ce que cette phobie particulière de la peur d'attraper le VIH, c'est quelque chose de classique chez les phobiques ou c'est excessivement rare? La façon dont Céline décrit sa phobie, si je regarde avec un œil de psychiatre, en mettant l'hypnose de côté, fait penser beaucoup à un TOC, un trouble obsessionnel compulsif, avec une obsession de la contamination, qui là est quelque chose de classique, alors peut-être le VIH ou autre chose, et avec des compulsions qui se mettent en route autour du lavage, de l'évitement de certains endroits, de la vérification. Donc oui, c'est quelque chose qui peut se voir, alors qui peut se cristalliser sur le VIH ou sur d'autres choses. Alors, on va répondre aux questions, donc on va repartir sur l'hypnose. Comment ça fonctionne? Qu'est-ce qui se passe pendant une séance? Alors, qu'est-ce qui se passe pendant une séance? C'est une question très large, mais disons que globalement, dans notre cerveau, nous recevons beaucoup d'informations. On estime qu'on a à peu près 400 000 informations en même temps qui nous arrivent. Seulement, il n'y en a que certaines qu'on retient. On fait un peu plus attention à certaines choses qu'à d'autres. Et il peut se passer des moments dans la vie, en aigu, comme aux urgences, ou de façon plus chronique, où il y a une sensation, une impression, une idée qui se met à prendre plus de place. Voilà. L'hypnose nous aide à moduler un petit peu notre attention pour refaire attention à d'autres choses. Je dirais c'est un peu comme le tic-tac d'une horloge que vous n'entendez plus, puis quand on vous le fait remarquer, vous n'entendez plus que ça, il est impossible de plus l'entendre. Pourtant, on est capable de ne pas l'entendre et de se concentrer sur autre chose. Voilà. Donc l'hypnose nous aide à moduler ça. Donc c'est comme si on avait une peur qui peut-être au départ a un petit fond de rationalité, mais qui se met à prendre toute la place. Si on a une douleur aux urgences, on ne voit plus que la douleur, les gens crient, ne voient que la douleur, ils ne voient pas le reste du corps. Donc c'est un petit peu l'idée de moduler l'attention
de moduler la saillance des informations et donc finalement de changer de point de vue. On ne change pas les faits, on change la façon dont on les observe et c'est ça qui fait changer. Est-ce que ça peut être dangereux, rajoute ce téléspectateur? Toujours l'idée qu'on peut faire tout sous hypnose à quelqu'un. Alors non. Globalement, on ne peut pas faire... En fait, ce n'est pas l'hypnose qui est dangereuse, c'est la façon dont on pourrait l'utiliser. Mais c'est comme tout, la médecine n'est pas dangereuse, mais s'il y a un médecin qui est charlatan, qui est manipulateur ou pervers, il peut faire des mauvaises choses avec. Donc non, on ne peut pas faire sous hypnose quelque chose à quelqu'un qu'il n'aurait pas fait hors de l'hypnose. Le danger, il vient soit quand on pratique l'hypnose sur un domaine qu'on ne connaît pas, sur un sujet qu'on ne connaît pas, sur des patients qu'on ne connaît pas. Par exemple, il y a certaines situations psychiatriques qui demandent beaucoup de prudence. Les psychotraumatismes lourds, certaines psychoses, etc. Ça n'exclut pas la possibilité de l'hypnose, mais il faut bien connaître son sujet. Quelqu'un qui n'a aucune connaissance là-dessus, par exemple, se met en danger. Ou pour l'utiliser avec certaines populations, comme on peut faire de l'hypnose même avec des personnes autistes ou démentes ou des choses un peu particulières, mais il faut bien connaître son sujet. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, c'est la question de la confiance relationnelle. Avec ou sans hypnose, il y a des thérapeutes qui mettent d'autres gens sous emprise, avec ou sans hypnose, et ça reste un danger qu'on emploie l'hypnose ou qu'on ne l'emploie pas. J'ai l'impression de m'endormir pendant la séance, je ne me souviens pas de ce que le thérapeute dit. Est-ce que c'est normal, demande Alexia. Alors, il peut arriver que pendant les séances d'hypnose, ça arrive ou pas, ça dépend des gens, qu'il y ait une sorte d'amnésie de la séance. C'est-à-dire qu'en quelque sorte, le travail étant un peu inconscient, on ne sait plus trop ce qui s'est passé. Voilà, un peu comme quand on a... vous voyez un film et puis vous sortez de là, vous avez l'impression que ça a duré 5 minutes, alors que ça fait 2h30 que vous y étiez. Vous pouvez vivre ça en ce moment avec Star Wars. Eh bien, Vous êtes un peu fan, peut-être? Moi, j'aime beaucoup. Et du coup, au bout de 2h30, je me suis dit, mais ça fait pas 2h30 qui sont passées, parce que moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à voir le film. Et donc, du coup, c'est un peu ce qui peut se passer pendant l'hypnose. On peut avoir des fois une distorsion temporelle. Les gens ont l'impression que la séance était très courte, alors qu'en fait, elle a duré comme s'ils en avaient oublié une partie. Mais on dormait pas. Hein. Mais on dormait pas. Des fois, ça revient la fois d'après. Des fois, les gens viennent à la séance suivante, ils disent, mais ça y est, maintenant, ça me revient la dernière fois. Si quelqu'un s'endort pendant la séance, ça peut arriver. Il y a certaines séances d'hypnose où on se relâche. Donc, si vous êtes très fatigué, ou si, moi, j'ai eu à le voir aussi, des gens qui prenaient beaucoup de médicaments, par exemple, dans les douleurs chroniques, des gens qui avaient une longue liste de médicaments, dont certains ont des effets secondaires sédatifs. Et enfin, ils se relâchent, puisqu'on fait de l'hypnose, et du coup, du fait du traitement, il y en a qui s'endorment réellement. Voilà, ça arrive, c'est très très rare, mais une fois de temps en temps, on va avoir un patient qui va ronfler sur le fauteuil. Ça vous est arrivé, vous, Céline? Ou vous endormir ou d'avoir l'impression que le temps, Oui. le rapport au temps n'était plus le même? Oui, Ouais. ça m'est arrivé, bien sûr. Oui. Comment savoir si on est réceptif à l'hypnose? Cela peut-il dépendre du praticien, demande Olga. Alors oui, ça peut dépendre du praticien et de la relation qu'on a avec lui. La règle générale, si vous voulez, c'est que l'état d'hypnose est un état naturel. Donc tout le monde est hypnotisable, il suffit d'avoir un cerveau. Et à partir de là, on peut entrer en hypnose. La question, c'est qu'on ne peut pas forcément tous entrer en hypnose de la même façon avec la même personne. Il y a des gens qui sortent d'un spectacle d'hypnose, ils disent « moi je ne suis pas réceptif ». Non, c'est que vous n'êtes pas réceptif à l'hypnose quand on vous crie dessus en vous disant « dormez, fermez les yeux ». Et peut-être que si vous allez voir un thérapeute qui va s'y prendre avec Toute douceur... ressemblance avec un personnage existant. Plusieurs personnages existants. Et si on parle avec... Il y a certaines personnes qui seront plus sensibles à quelque chose de plus doux, de plus soft. Ou au contraire, il y a des gens qui vont avoir besoin qu'on les prenne en main un peu plus fortement, même dans un Il faut cabinet donc de médecin. adhérer au principe de l'hypnose et à son praticien. Il faut adhérer à l'idée de tenter l'expérience. Il n'y a pas besoin d'une croyance. Il faut se dire, est-ce que je veux bien tenter l'expérience, de faire attention à mes sensations? Et est-ce que je fais confiance à cette personne pour guider mon expérience? Et il faut faire attention, si on ne se sent pas bien, on peut arrêter sa thérapie, on peut changer de praticien. Mais oui, il faut qu'il y ait un petit peu de confiance. D'ailleurs, c'est presque dommage. Il y a des gens qui descendent de scène et qui disent, l'hypnose ne marche pas avec moi. C'est dommage parce que peut-être qu'ils se privent d'une possibilité de soin. Non, l'hypnose ne marche pas avec vous, comme ça, à ce moment-là, avec cette personne. Et juste avant qu'on regarde le reportage, du coup, on nous demande comment choisir un bon hypnothérapeute en dehors effectivement de cette confiance. Est-ce qu'il y a un ordre des hypnothérapeutes? Comment on fait? Alors, pas vraiment. Alors ça, c'est une question très compliquée et un petit peu polémique. Oui, mais je comprends les gens qui se disent, j'ai pas envie de aller chez un escroc. Je comprends tout à fait. C'est une vraie question compliquée qui demande un peu de nuance. J'y ai passé pas mal de pages pour dire que c'est vrai qu'il y a des gens, par confiance, ils vont aller voir uniquement des thérapeutes qui sont des soignants de profession, des médecins, des psychologues, des infirmiers, etc. Et puis, il y a aussi des hypnothérapeutes qui ne sont pas des soignants de formation et qui traitent un certain nombre de problèmes. Et il y en a parmi eux qui sont excellents.
Vraiment. Et il y en a aussi parmi eux qui le sont moins ou qui ne sont pas assez bien formés, ou qui sont formés dans des écoles un petit peu charlatanesques. Aujourd'hui, l'hypnose n'est pas un terme protégé et c'est très très dur de s'y retrouver. Voilà, n'importe qui pourrait s'improviser hypno quelque chose. Et donc parmi eux, il y en a des formidables et il y en a beaucoup moins et c'est très très dur pour les gens de s'y retrouver. Donc c'est beaucoup du bouche à oreille. Alors le bouche à oreille qui n'est pas un si mauvais filtre et pour certaines personnes, parfois qui jouent la prudence en allant voir uniquement un psychologue ou un médecin. Et puis l'hypnose trouve aussi sa place dans les services hospitaliers désormais, pas forcément pour des thérapies psychiatriques, mais pour, par exemple, réduire l'utilisation des produits anesthésiants. Anaïs Plateau, Maxime Soulard et Nathalie Vincenti ont suivi une patiente. Vous sentez l'air qui va jusqu'au niveau des poignets, qui descend tranquillement. Des mots bienveillants, des gestes réconfortants. Pendant toute l'opération, une infirmière anesthésiste reste aux côtés de Muriel. Vous êtes là pour vous. Vous les laissez tous ces soucis, ce tracas à la maison, justement. Aspirer des choses positives et puis en soufflant pour jeter tout ce qui vous dérange. Muriel a appris récemment qu'elle souffrait d'un cancer. Aujourd'hui, le docteur Marcoux va lui poser un cathéter sous la peau pour l'administration de sa chimiothérapie. Un premier geste médical souvent angoissant, atténué par de l'hypnose. Ils sont accompagnés, ils savent que s'il y a moins de problèmes, il y a quelqu'un, on est là. Et ils se laissent bercer. Pour un moment, ils se laissent aller, en fait. Avec une respiration, peut-être un petit massage au niveau du crâne. C'est agréable. On a une anesthésie locale qui prend en charge la plus grande partie de la douleur, mais effectivement, il y a des gestes que la patiente peut comme ressentir. Et en fait, en l'aidant à se focaliser sur autre chose, ça lui permet de mettre en sourdine tous ces gestes. C'est très bien, en fait. Continuez. Vous vous mettez bien tranquille au chaud. Voilà, dans votre petite bulle avec un petit peu de soleil au-dessus de la tête, ou du ciel bleu. La patiente se laisse emmener par l'infirmière loin du bloc, dans un endroit imaginaire. Ses muscles se relâchent et la pose du cathéter peut se dérouler sans souci. Un patient qui est tendu peut effectivement donc, du coup, avoir des mouvements qui peuvent nous gêner pendant les ponctions, donc rendre la procédure plus difficile. L'hypnose en fait amène un gain parce qu'il facilite le geste opératoire. Le docteur Marcoux peut inciser. Le geste médical semble violent. Pourtant Muriel reste détendue, plongée dans des pensées positives. Voilà, lâchez tout, laissez tout partir. Tout ce qui vous gêne. Voilà, c'est bien comme ça. Continuez à bien inspirer. Après une petite demi-heure, le cathéter est installé. Le cathéter est en place, il n'y a qu'à fermer, c'est terminé. D'accord ? C'est très bien. C'est pas du tout douloureux, ça passe vite finalement. Et l'accompagnement, je trouve ça vraiment très très bien. Ils ne se sentent pas seuls. Et c'est important. Ça va ? Oui ? Hypnose conversationnelle ou technique de respiration permettent aux patients de repartir avec une autre expérience du bloc. Un point positif pour des patients qui entament un long parcours thérapeutique. Maintenant que vous avez testé l'hypnose pour les phobies, vous accepteriez pour une opération comme ça ? Complètement. Je serais même très favorable. Alors donc, vous avez connu votre hypnothérapeute lors d'une conférence, vous vous êtes dit, pourquoi pas essayer ? Dès la fin de la première séance, vous vous êtes senti mieux ? Un peu mieux, j'ai senti une première amélioration, il y a moins d'anxiété. Voilà, c'était subtil, mais il y avait quand même déjà un premier changement. Qu'est-ce qu'il vous a raconté, l'hypnothérapeute ? Sans rentrer dans le secret médical, mais quel est le... Est-ce que c'est une forme de... Vous me répondrez, vous direz après, mais est-ce que c'est une forme de psychothérapie sous hypnose ou est-ce que Pas du tout. On va parler de cette phobie-là ou d'autres choses ? Comment ça se passe ? Pas du tout. En fait, on parle par image, par le monde onirique qui est assez présent. Enfin, du moins, c'est ce que j'ai pu expérimenter. C'était beaucoup des images des visualisations en bord de mer. Enfin, on ne revient pas du tout sur la phobie. Sur la phobie en elle-même ou encore même sur ce que peut être une psychothérapie ou une thérapie dans laquelle on va revenir sur, je ne sais pas, l'enfance ou des événements qui ont pu nous marquer dans la vie. Oui, c'est pas vous voyez le paquet de pâtes, il n'est pas contaminé, pas du tout. Pas du tout. On est avec un dauphin dans l'eau. Enfin, ah oui, d'accord. Voilà, je schématise un peu, mais c'est un peu ça. C'est plutôt l'univers. C'est fatigant. Oui. C'est fatigant. Ça peut l'être. Ouais. Après une séance, on peut sortir.
quand j'entends ça, il y a une différence fondamentale entre l'hypnose et une certaine forme en fait de méditation. Alors, je dirais que... Alors ça aussi, c'est une question complexe parce qu'il y a plusieurs formes de méditation et qu'il y a plusieurs façons de faire de l'hypnose. C'est vrai que la méditation et certaines formes d'hypnose ont pour objet de se mettre vraiment dans le présent, d'être vraiment présent à ce qui se passe là, maintenant, sans jugement. Là, on voit bien que la façon dont Céline décrit l'hypnose, on n'est pas dans une forme de méditation qui serait juste une méditation de pleine conscience ou de pleine présence. On est dans quelque chose qui va faire marcher l'imaginaire. Et c'est en faisant marcher l'imaginaire qu'on va obtenir un changement. Alors, elle dit, c'est pas une psychothérapie pour l'image qu'on a habituellement de la psychothérapie, où on va s'allonger et pas où s'asseoir et parler. C'est une psychothérapie au sens où c'est un soin par la psychologie, c'est un soin par la parole. Mais au lieu de chercher les causes des problèmes, les tenants et les aboutissants, on va chercher à faire changer les points de vue. Et finalement, faire changer le point de vue sur quelque chose, eh bien, le meilleur moyen, c'est d'avoir une image ou de raconter une histoire. On a tous connu des films ou des livres qui nous ont changé, qui nous ont fait réfléchir. Et finalement, une image est souvent plus parlante qu'un discours. L'autre chose qui apparaît clairement aussi dans votre discours et que je trouve vraiment très intéressante, c'est que on ne s'appuie pas sur le problème et donc sur ce que la personne n'arrive plus à faire. On s'appuie sur la ressource, sur la solution et sur ce que la personne pourrait faire. Donc au lieu d'être tendue, elle aurait besoin d'être par exemple détendue ou apaisée. Et la question c'est, est-elle capable de générer de l'apaisement? Donc on va l'emmener ailleurs, mais qu'est-ce qu'on va dire à son inconscient? Quelque part on va lui dire, tu vois, tu sais générer de l'apaisement. Et quand elle revient, elle n'a pas réglé son problème de HIV et de paquet de pâtes, mais son inconscient est convaincu par l'expérience qu'il peut générer de l'apaisement. Et c'est une thérapie par l'expérience. C'est très intéressant, parce qu'on comprend bien avec l'hôpital qu'on a vu tout à l'heure, puis qu'on va revoir à l'instant, où on déplace le point de vue, comme vous disiez. Et là, on vient de comprendre comment est-ce que dans une phobie, quelque chose de plus la douleur, psychologique, c'est vraiment une des informations qu'on a. Et c'est intéressant qu'on ait vu de l'anesthésie, parce que en fait, c'est la première application de l'hypnose. La personne qui a inventé le mot hypnotisme, James Braid, c'était un chirurgien. Donc les premières applications vraiment médicales de l'hypnose, c'est au 19e siècle, et c'était en anesthésie. Après, ils l'ont un peu laissé de côté, fin du 19e, parce qu'on a inventé le chloroforme. Et ils se sont dit, tiens, pourquoi on va parler pendant 1 heure alors qu'on peut leur mettre un tampon de chloroforme? Et maintenant, on redécouvre ça parce que les doses d'anesthésique, les médicaments, les effets secondaires, la durée de séjour, le confort est amélioré. Et ça peut même être utilisé aux urgences. C'est ce qu'on va voir avec ce reportage d'Anaïs Plateau et Christian Gallet à Metz. Et là, je vais te demander de suivre ta respiration. Et tu n'as vraiment pas besoin d'efforts à faire pour te détendre. Simplement suivre l'air qui entre et qui sort de tes poumons. Yann a fait un malaise dans l'après-midi. Résultat, une entaille de 2 cm sur son front. Aux urgences de Metz, il est pris en charge d'une manière peu conventionnelle. Et là, maintenant, ton corps se trouve dans un lieu sûr. Un lieu où tu te sens en sécurité. Un malade qui arrive aux urgences, il est anxieux, il a mal. Donc avec l'hypnose, on va traiter les deux. Ça va nous permettre d'utiliser moins de médicaments et surtout de rassurer efficacement le patient. Et tu vas remarquer que sur le front, les sensations changent, comme un froid agréable qui endort. Les points de suture vont être réalisés sous anesthésie hypnotique. Yann se laisse emmener par la voix du médecin urgentiste. Tu vas remarquer qu'en même temps, je m'occupe de toi, c'est normal. Il ne devrait rien sentir, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Ressens le contact de tes... Arrête. Non. Tu peux ressentir? Oui. Prends une grande inspiration. Non. J'ai pas encore touché. Ça fait trop mal. Alors maintenant, tu vas respirer très vite. Tu peux respirer très vite? Oui, mais ça va vraiment... Respire très vite. L'hypnose ne fonctionne pas à tous les coups. Le médecin ne se démonte pas et passe à une seconde technique. Elle s'adapte au comportement et à l'anxiété du patient. Et plus tu vas respirer, plus les fourmis vont s'installer. L'engourdissement va arriver. Tu vas remarquer que tout s'endort. Et je t'invite à respirer. Respire de plus en plus vite. Encore plus vite. C'est très bien. Très bien. Continue de respirer. Voilà, tu respires de plus en plus vite. C'est très bien. On a déjà fait le premier point. Tu es très courageux. Encore 2 points de suture en suivant la même technique. De plus en plus vite. Et quelques minutes plus tard, tout est terminé. Voilà. Comment tu te sens? Bien. Ça s'est bien passé pour toi? Oui. Tu sentais que les sensations avaient changé? Oui. T'as moins senti? Oui, j'ai moins senti là. Tu sentais que c'était plus confortable? Oui. Très bien.
J'avais pas mal en fait. Je me focalisais sur ma respiration. T'as pas senti l'aiguille? Non. Rien du tout? Non. Yann n'a rien senti, pourtant aucune anesthésie locale n'a été effectuée. Aux urgences, les patients souffrants et angoissés sont particulièrement réceptifs à l'hypnose. Un patient qui vous dit « Docteur, s'il vous plaît, faites tout ce que vous voulez, mais enlevez-moi cette douleur », ça veut dire qu'il est prêt à accepter n'importe quelle technique pour aller mieux. Donc l'hypnose en fait partie, on leur propose. Le fait de ne pas y croire n'empêche pas. Et bien sûr, souvent ça marche très bien parce que les résistances sont au plus bas. Une meilleure communication, un confort moral pour les patients et surtout moins de médicaments. L'hypnose fait ses preuves depuis 5 ans déjà dans ce service d'urgence. Pour un commentaire, pourquoi au début il a crié, après tout allait bien? Alors c'est une parfaite illustration, c'est une leçon d'hypnose que nous donne notre brillante collègue. Ça montre bien qu'il faut s'adapter à ce qui se passe. C'est vrai que dans l'esprit de la plupart des gens, l'hypnose ressemble à quelque chose où on se relâche, où on se détend, où on ferme les yeux, où on est presque endormi. Et voilà. Mais pour d'autres patients, c'est pas ça. Il y a des gens qui viennent nous voir en disant « moi j'ai envie de lâcher prise, guidez-moi ». Et puis il y a des gens qui disent « non, moi j'ai envie de reprendre du contrôle sur ma vie ». En fait, l'hypnose n'est pas de la relaxation. Donc il y a des gens qui veulent reprendre du contrôle, il y a des gens qui veulent trouver de la force, il y a des gens qui veulent changer de point de vue, et il y a des gens qui veulent se relâcher. Donc, on peut faire une technique, on va dire, qui fonctionne habituellement dans ce genre de cas, et puis de temps en temps, on va tomber sur un patient, et là, vous voyez, ce qui est très important, c'est qu'elle ne se laisse pas démonter, elle fait autre chose, elle s'adapte à lui, et à la fin, elle dit, j'ai rien senti, j'ai pas eu mal. Et c'est vraiment ce qui compte. On va s'appuyer sur ce que veut le patient, sur ses goûts, sur ses capacités, sur ce qu'il a envie de faire, et on va trouver sa méthode pour qu'il s'aperçoive que ça y est, c'est déjà fini. Voilà, il faut s'adapter à lui. Céline, vous avez eu 6 séances en tout d'hypnose. Oui. Et plus de phobie du tout? Du tout, je sais absolument plus ce que c'est. Ah oui, ça a complètement disparu. Complètement. Et il n'y a pas besoin d'y retourner une fois de temps en temps? Pas du tout, pas du tout. Et je vous citais le cas de ma première grossesse où aller faire une piqûre, c'était quand même, une prise de sang, c'était compliqué. Ma deuxième grossesse, j'allais au laboratoire, le cœur léger. Et, vraiment, je ne sais plus ce que c'est. C'est complètement parti. C'est un poids qui est parti. Complètement. Et oui, vraiment. Nanou demande si l'hypnose peut remplacer les antidépresseurs. Alors, il y a certains cas de dépression très sévères qui sont tellement sévères qu'ils empêchent la thérapie. C'est-à-dire que la personne est tellement dans un état d'abattement qu'elle n'arriverait pas à réfléchir sur ce qui lui arrive, qu'elle n'arriverait pas à suivre des instructions simples. Et dans ces cas-là, je pense que le recours aux médicaments est indispensable. Maintenant, on sait très bien aussi que les dépressions légères, les dépressions dites moyennes, sont des dépressions qui sont accessibles à la psychothérapie et donc à l'hypnose, puisque c'est une forme de psychothérapie. Un peu différente, mais une psychothérapie. Il y a des études scientifiques qui ont été menées sur l'hypnose. Aujourd'hui, oui. Que dit la littérature scientifique? Est-ce qu'on a la preuve de son efficacité? Alors, il y a deux autre parties. Que les témoignages des gens qui disent moi ça m'a fait du bien, puis tant mieux. C'est ça. Alors il y a deux parties dans la littérature. Effectivement, il y a les sciences fondamentales, c'est-à-dire les neurosciences, où là effectivement on a des indices du fonctionnement de l'hypnose. C'est une question. L'imagerie médicale donne-t-elle les mêmes résultats pour l'imitation hypnose? Il y a plus de 30 secondes quand même. non, mais pour qu'elle s'affiche la question. Donc il y a des signes de l'hypnose. C'est-à-dire, il se passe quelque chose dans le cerveau, on le voit, certaines choses communes, certaines choses différentes avec la méditation, mais là aussi, c'est une question vraiment très compliquée. Et il y a aussi des études cliniques, là où l'hypnose a vraiment montré son efficacité de façon très flagrante. C'est sur la douleur, alors soit en aigu, les études sur l'anesthésie sont très chouettes, les études sur les urgences et les gestes autour des aiguilles sont très flagrantes. Il y a une revue Cochrane qui est vraiment, vraiment bien. Et puis la douleur chronique, troubles fonctionnels intestinaux, les douleurs un petit peu mal étiquetées des fois par la médecine traditionnelle. Et sur le plan de la thérapie, alors effectivement, il y a encore beaucoup à écrire, mais on sait déjà que sur des troubles anxieux, sur des psychotraumatismes notamment, là aussi il y a des études qui ont vraiment montré que l'hypnose était efficace. Merci beaucoup à tous les deux, Dr Philippe Haïm. L'hypnose, ça marche vraiment, c'est chez Marabout. Un petit appel à témoins. Vous avez eu la grippe et des complications qui vous ont conduit à l'hôpital. Venez sur ce plateau nous en parler. 01 58 88 85 21. C'est très urgent. Très. Et demain, on parlera donc des fruits de mer dans le docteur. À demain. À demain, bon après-midi.